Les vins de vignerons présentés sur cette chaîne vous sont proposés à la vente sur vinstage.com. Merci à tous ceux qui m'aideront financièrement à faire perdurer cette chaîne. Et si aujourd'hui, je vous emmenais pour un voyage au sud de la Grande Bourgogne viticole, entre les vignobles du Mâconnais et du Beaujolais. Une escapade entre coteaux ensoleillés et vallons escarpés à découvrir le savoir-faire artisanal de deux jeunes vignerons à la réputation grandissante. Cela vous tenterait-il ? Bienvenue dans le tout premier épisode de J'irai trinquer chez vous. Si vous suivez cette chaîne de manière assidue, vous le savez, je n'ai encore que très peu parlé de la Bourgogne. Vignoble phare et porte-étendard du luxe à la française, la région subit malheureusement une infâme spéculation sur ses flacons d'élite. Un épisode « Pourquoi les grands crus de Bourgogne sont-ils en train de péter les plombs ?» est d'ailleurs en réflexion depuis de nombreux mois. Mais tout comme il y a le bon et le mauvais chasseur, il y a la Bourgogne et il y a la Bourgogne. Donc, la Bourgogne est une région viticole de 29 395 hectares qui s'étend sur une bande de 230 km allant de Chablis à Mâcon. Mais le plus souvent, lorsque l'on vous parlera de ce terroir, on le subdivisera en 5 sous-vignobles que sont le Chablisien, la Côte de Nuits, la Côte de Beaune, la Côte chalonnaise et enfin le Mâconnais qui, avec ses environ 6000 hectares, représente près de 20% de la superficie totale de la Bourgogne. Or, il se trouve que le Mâconnais reste l'un des rares vignobles bourguignons où les prix ont su rester sages. Cela s'explique notamment par le fait qu'historiquement, il a toujours eu une place bien à part. Le géohistorien Jean-Pierre Garcia nous apprend, par exemple, que les fameux climats bourguignons n'arrivèrent que très tardivement à Mâcon, et cela parce que la région appliquait la langue franco-provençale et le droit romain, là où les autres vignobles étaient régis par le droit germain ainsi que par les dialectes germaniques. Il en va de même pour ce qui est des questions de mentalité. On reviendra dans un très court instant sur le système de classement du vignoble, mais là où les vignerons des côtes plus septentrionales comme la Côte de Beaune ou la Côte de Nuits ont fragmenté leur terroir entre grands crus, premiers crus, villages, etc., les Mâconnais, eux, ont toujours refusé cette hiérarchisation, et cela notamment pour des questions de solidarité. Bon, petit à petit, c'est en train de changer, puisqu'à court terme, l'appellation Pouilly-Fuissé devrait voir une vingtaine de climats classés en premier cru, ce qui serait une première historique pour la région. Car actuellement, hormis quelques appellations villages comme Viré-Clessé, Pouilly-Fuissé ou Saint-Véran, une très large partie du vignoble est classée en tant qu'appellation régionale. Et, joyeuseté de l'INAO et des systèmes d'AOP, l'appellation régionale peut elle-même être hiérarchisée soit en Mâcon, soit en Mâcon village, soit en Mâcon avec dénomination géographique complémentaire pour 26 villages. Tout ça pour vous dire que c'est à Pierreclos, charmant petit village du sud mâconnais enclavé au nord-ouest de la roche de Vergisson, que commence notre périple. Ici, sur seulement 56 petits hectares, se dévoile un vignoble décomposé en plusieurs zones assez distinctes, comme avec les flancs verticaux de la montagne de Cras, située au nord de Pierreclos, ou encore au sud-ouest, avec les pentes raides et exposées plein soleil du lieu-dit des Margots. Lieu-dit qui a d'ailleurs donné son nom au domaine Coteaux des Margots, où, armé de mon fidèle caméraman présentement en train de boutichecker, nous sommes partis à la rencontre de Pierre-Julien Durousset, alias PJ. Salut, moi c'est Pierre-Julien, je suis vigneron au domaine Coteaux des Margots. C'est un domaine familial qui est installé à Pierreclos. Pierreclos, c'est une commune du Mâconnais, donc le Mâconnais, on est dans le sud de la Bourgogne. Le domaine, c'est 18 hectares, principalement en chardonnay, donc on fait principalement du blanc. Ces 18 hectares, ils sont répartis sur 4 villages, donc Pierreclos, et on a 3 autres villages qui sont Bussière, qui est juste à côté de Pierreclos, Milly-la-Martine et Saint-Véran. Bon, ça c'était la présentation institutionnelle, mais si j'ai voulu vous faire découvrir cette propriété pour cet épisode test, c'est parce qu'elle est l'une des étoiles montantes du Mâconnais. Puisqu'en juin 2019, la réputée revue du vin de France a désigné pour le millésime 2018 leur cuvée de Mâcon Pierreclos en rouge et en blanc comme étant le meilleur rapport qualité-prix du Mâconnais. Bon, après, et sans jouer les experts qui s'y croient de trop, il se trouve que je n'ai pas du tout été surpris de les voir ainsi récompensés, puisque j'avais déjà eu l'occasion de déguster à de multiples reprises la qualité de leur production. Un heureux concours de circonstances a fait que je connaissais très bien PJ d'une ancienne vie professionnelle. C'est ainsi que j'ai découvert son incroyable talent, Il est bon, hein. mais surtout qu'il m'avait déjà parlé de son souhait de revenir au Coteaux des Margots pour y épauler son père et sa belle-mère avec lesquels il travaille aujourd'hui quotidiennement. Mais qu'est-ce qui a bien pu pousser un jeune trentenaire, ancien journaliste, à tout plaquer pour retourner à l'exploitation ? Au fond de moi, j'ai toujours su que j'allais revenir faire de la vigne. J'ai travaillé dans un journal local. Le JSL, ouais, le JSL, le journal de Saône-et-Loire, dans lequel en fait je m'occupais d'une page viticulture. Et en parallèle à ça, moi j'aidais toujours mon père à la vigne. J'ai toujours baigné là-dedans. Et donc au final, j'ai toujours su qu'un jour je reviendrai. Ouais. Donc voilà, c'est un jour il a fallu prendre une décision. Comme tu dis, vers 31-32 ans, j'ai décidé vraiment de changer de vie, de faire une formation dans un lycée viticole à Davaillé.
pour revenir à 100% sur le domaine. Sauf que revenir au domaine pour s'installer vigneron, ça ne s'improvise pas. PJ a notamment dû passer un brevet professionnel responsable d'exploitation agricole. Or, qui dit nouvelle formation, dit nouvelle méthode. Et PJ a donc décidé d'initier une démarche visant à faire labelliser l'exploitation en tant que haute valeur environnementale. L'idée avec la haute valeur environnementale, c'est de labelliser ce qu'on fait vraiment au domaine. On le fait depuis plusieurs années. On enherbe nos sols, on travaille les sols, on limite l'utilisation des produits. Et ça, vraiment, on veut le labelliser. On veut que ça soit vraiment prouvé qu'on le fasse, parce qu'on pourrait dire qu'on le fait sans vraiment le prouver. Là, on répond à un cahier des charges précis, avec un respect de la biodiversité, des pratiques environnementales qui sont vraiment labellisées. Ça, c'est vraiment ce qu'on veut mettre en place, et c'est ce qui est en train d'être mis en place au domaine. Et pour ceux qui seraient un peu perdus entre HVE, bio, biodynamie, nature, sain, etc., rassurez-vous, on en parlera un jour dans Vinstache. Mais si je devais vous faire une hiérarchie, je vous dirais que, grossièrement, elle peut être considérée comme la marche précédant le bio. Mais parce que rien n'est jamais simple en agriculture, à titre d'exemple, sachez que certains sols bio se meurent alors qu'ils sont pourtant labellisés, je me suis dit que nous rendre sur l'une des parcelles dont est issue cette cuvée Mâcon-Pierre Clos Blanc 2018 serait bien plus révélateur. Donc là, on est sur le secteur des Tremblay, qui est exposé sud-sud-ouest, donc plutôt bien exposé. On est sur un sol argilo-calcaire, comme beaucoup de sols en Bourgogne. On a à peu près 30 cm d'argile, donc de terre, et ensuite on part sur du calcaire, donc vraiment du caillou. Qu'est-ce que ça donne ça au vin? Ce côté argileux, ça va quand même donner quelque chose de rond et gras au vin, et puis la partie calcaire, peut-être quelque chose d'un peu plus minéral. Donc on a l'assemblage de ces deux choses sur notre Mâcon-Pierre Clos. C'est à la fois quelque chose de rond et gras, mais quand même une trame minérale qui emmène le dégustateur avec une longueur en bouche un petit peu plus longue. Et je ne peux qu'acquiescer PJ concernant les sols calcaires et la complexe notion de minéralité que nous avons déjà essayé de décrypter dans le dernier épisode canonique de Vinstache. Mais si la question des sols est pertinente, vous me connaissez, je suis un grand amoureux de l'approche par les cépages. Sauf que moi, je ne suis pas vigneron, je ne mets pas les mains dans la terre, et comme je ne sais pas quand sortira l'épisode Cépages sorciers consacré au chardonnay, je me suis dit au fond que... Bonjour à tous, c'est Pierre-Julien Durousset. On est présent aujourd'hui pour un nouvel épisode de Cépages sorciers qui sera consacré au chardonnay. C'est pas si simple, hein. Le cépage chardonnay, c'est le cépage roi de Bourgogne, plante partout, de Chablis au nord jusque dans le Mâconnais au sud. Suivant l'endroit où il est planté, il va avoir un goût différent. Ça vient du sol, ça vient du climat, ça vient de plein de choses. Dans le Mâconnais, le chardonnay, ça va donner un vin plutôt rond, gras, avec de l'opulence. La structure du chardonnay, ça vient aussi de la manière dont on le travaille. Est-ce qu'on veut un vin plutôt avec une petite pointe d'acidité? Est-ce qu'on veut quelque chose de plus rond, de plus gras, plus onctueux en bouche? Et bien là, on va décider de vendanger plus ou moins tôt. Ça va venir aussi de l'élevage. Donc ça, c'est la patte de l'homme en fait. Si on le met en cuve béton, si on le met en cuve inox, si on le met en fût de chêne, qui va aussi donner une spécificité au chardonnay. D'ailleurs, en parlant d'opulence, il était peut-être temps d'aller s'en jeter un petit. On va s'ouvrir la quille à côté des... Bah ouais, allez, j'ai soif, que... Je vais essayer de faire ça le mieux possible. Attention. Attention. Il est là. Allez, on est reparti. Bon, on va ça quand va même... pas se voir. Hein. Non, on va quand même essayer de l'ouvrir. Mais... Putain, ce qu'il faut pas faire. Vinstache. Ouais. Bon, on va goûter quand même. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Allez, je te fais goûter. Bah, je suis un peu venu pour ça en fait. Ah merde, le caméraman il peut pas. Ah bah non. Bon, santé. Il y a à la fois de la fraîcheur, à la fois de la minéralité, mais aussi, nous, ce qu'on cherche vraiment, c'est de l'élégance. On veut que notre vin reste en bouche, que ça donne des émotions, quoi. Bah alors, sur le côté de la trame minérale, bon, forcément, j'avais même fait un épisode dessus. Allez voir l'épisode numéro 14 de Vinstache. Pour moi, c'est un des grands marqueurs du Mâconnais, mais par contre, là, moi, j'ai du fruit blanc là-dedans, quoi. J'ai déjà goûté hier soir, histoire de me préparer un peu. Ah. Et j'avais beaucoup plus le côté agrume. Et alors là, tu vois, c'est du fruit blanc ce matin, ça pète dans tous les sens. C'est gourmand, c'est rond, c'est... Et pour en revenir à nos moutons, je rajouterai aussi qu'avec une grosse heure d'ouverture, les fruits blancs et les agrumes pourront aussi laisser place à des notes plus mûres, voire même oserais-je dire, avec des arômes de fruits exotiques. Quant à la température de service, là, tout dépend de vos goûts. Si vous aimez les blancs sur l'acidité et la tension, servez-le autour de 8 degrés. Si vous aimez les chardonnays sur le gras et la rondeur, tentez-le plutôt autour de 10 à 11 degrés. Parce que j'aime bien les chercher l'acidité. J'aime bien les boire moi l'acidité. autour de 17-18. Ah ouais? Non.
Sale con, va. Mais surtout n'oubliez pas les 4 piliers de la dégustation pour optimiser votre expérience. 1 heure minimum d'ouverture, une température de service maîtrisée, 2 vrais verres à vin et pensez bien agrumer. J'espère que vous vous régalerez autant que nous sur ce magnifique 2018 que j'oserais presque qualifier de millésime du siècle. On dit ça chaque année, mais là, ça fait partie en tout cas des très bons millésimes. Ouais. Mais déjà était-il midi, et après un bon poulet basquez dont la sauce vint se marier à mon jean, Et là, vous voyez le cul de Rihanna. nous enfourchions ma fidèle C3 pour partir à une trentaine de kilomètres au sud de Pierreclos, sur la Sainte Terre qui a vu naître des lignées entières de Geoffrey, le Beaujolais. Donc, le Beaujolais est une région viticole de 15 733 hectares, située grosso modo du sud de Mâcon, jusqu'à une quinzaine de kilomètres au nord de Lyon. Je ne rentrerai pas entièrement dans le détail, car je compte vous faire très prochainement un cépage sorcier consacré au Gamay, où ce vignoble sera amplement mis en avant. Cependant, pour une meilleure compréhension de cette émission, je me devais quand même de vous présenter une rapide cartographie des terroirs. Pour faire simple et très grossier, de Lyon jusqu'à Villefranche, les vignes sont classées en appellation régionale Beaujolais, et de Villefranche jusqu'au sud de Mâcon, en Beaujolais village, à l'exception d'une zone allant d'Audenat à Saint-Amour-Bellevue, une zone elle-même découpée en 10 crus que sont Saint-Amour, Juliena, Chéna, Moulin à Vent, Fleury, Chirouble, Régnier, Morgon, Brouilly et Côte-de-Brouilly. Et bien c'est à Lantigné, là, collé à tout juste 1 kilomètre de la frontière ouest du cru Régnier, que se poursuit notre voyage. C'est dans ce paysage aux faux airs de Toscane que nous arrivons au château des Vergers, où officie avec talent Frédéric Berne, mon gars sûr. Bonjour, je m'appelle Frédéric Berne, j'ai eu la chance de pouvoir... Attends, stop. Bonjour, je m'appelle Frédéric Berne, j'ai eu la chance de... Oh mais le sketch A few moments later. Bonjour, je m'appelle Frédéric Berne, je suis vigneron au Château des Vergers depuis 2014 où j'ai créé mon domaine de toutes pièces. J'ai pu récupérer 3 hectares de vignes en Lantigné au château et par la suite j'ai pu récupérer quelques vignes à Chirouble et Morgon qui ont fait que j'ai pu lancer mon activité de vigneron. Et si j'ai choisi d'aller chez Frédéric, c'est pour une raison bien simple. Il est ce qu'on appelle aux USA un game changer. It's in the game. Jeune stagiaire chez IBM, il choisit d'envoyer bouter lignes de code et autres joyeusetés de l'informatique pour renouer avec les racines agricoles de ses grands-parents. C'est décidé, Frédéric sera vigneron. Et il faut croire que son choix fut le bon, puisqu'il va connaître une ascension fulgurante. Après être passé chez les renommés frères Brett, il s'installe en 2014 au Château des Vergers et remporte dès 2016 le concours Vigneron et Terroir d'Avenir. Par la suite, il naviguera de succès en succès, comme le démontrent ses innombrables citations dans le guide Béthane de Sauve ou encore dans la revue du vin de France. Mais s'il est aujourd'hui l'une des figures incontournables du Beaujolais, c'est grâce à l'association de vignerons qu'il préside, avec laquelle il se bat pour faire reconnaître un nouveau cru, celui de Lantigné. Et pour cela, il s'appuie notamment sur la composition des sols du village. Lantigné est situé sur 2 sols assez différents. On a des granites roses sur la partie est et des pierres bleues sur la partie ouest. C'est des sols typiques des crus du Beaujolais. Jusqu'à la carte des sols en fait qui est sortie en 2015, j'ai envie de dire personne ne le savait quoi. Ça c'est vraiment à la base, les gens se disaient c'est du Beaujolais village donc c'est moins bien. Et en fait quand les sols ont été comparés aux autres crus, on s'est aperçu qu'il y avait des très très beaux sols sur Lantigné et ça nous a vraiment boosté pour lancer la démarche Lantigné. Et si ces arguments font sens, Frédéric porte une ambition secrète, celui de faire du cru de Lantigné la première appellation menée en agroécologie et de devenir ainsi l'une des appellations précurseuses en France. Mais qu'est-ce donc que l'agroécologie ? L'agroécologie, en fait, c'est une pratique en fait, qui prend en compte la production et l'environnement. On fait partie de l'environnement et on se doit de la respecter. Et l'agroécologie, c'est vraiment de développer des pratiques qui sont respectueuses de l'environnement pour une agriculture durable. L'agroécologie, ça prend en compte la santé de la plante. Pour avoir une plante en bonne santé, il nous faut des sols en bonne santé. Un sol vivant, c'est un sol qui se régénère avec le temps. Les sols qui se dégradent, au fur et à mesure des années, vous perdez de la fertilité. Nous, l'idée, c'est de gagner en fertilité, de gagner en qualité et de gagner en bien-être de la plante, en fait. Pour développer la vie du sol, on apporte des composts, des débris végétaux qui vont nourrir la faune du sol. Toute cette faune, en fait, plus elle aura à manger, plus elle va se développer, plus ça va créer de la porosité, plus on aura de l'eau qui pourra pénétrer dans les sols, plus on aura un réservoir en eau important. Et soyez assurés que pour Frédéric, l'agroécologie n'est pas qu'un simple outil promotionnel visant à donner une image éco-friendly ou à faire du greenwashing pour le domaine. Il y a quelques mois, au détour d'un verre, il m'a confié qu'il travaillait sur un projet que je trouve absolument fantastique, celui d'un projet d'agroforesterie. L'idée, en fait, l'arbre est un producteur, il capte du carbone dans l'air, il le stocke au niveau du sol. Ce carbone qui est stocké dans le sol, il va stocker de l'eau et des minéraux. Donc l'idée, c'est de remettre des arbres au milieu des vignes pour justement améliorer la rétention en eau et en matière organique dans les sols. Donc plus j'aurai d'arbres dans mes vignes,
plus il y aura à manger pour les vers de terre, pour les micro-organismes. De même, il compte profiter de l'humus, créé au pied de ses arbres, pour nourrir ses couverts végétaux, le sol de ses vignes si vous préférez. Bref, il est toujours important de faire attention à l'humus. Blague à part, j'ai décidé de partir sur sa cuvée Beaujolais Lantigné Pierre Bleu, et croyez-moi, si théoriquement ce vin n'est qu'un Beaujolais Village, eh bien détrompez-vous. Puisqu'outre le fait qu'il sera très certainement dans le futur classé cru du Beaujolais, sachez qu'en octobre 2018, le magazine de référence Bourgogne l'a noté 19,5 sur 20, soit la meilleure note de la dégustation, se demandant même pourquoi il ne lui avait pas mis 20 sur 20. Et pour comprendre pourquoi une note aussi dithyrambique fut attribuée, je crois qu'il est important de vous montrer ces parcelles. Et ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'elles sont comme ma tonsure capillaire, assez clairsemées. Cette faible implantation était-elle volontaire ? C'est volontaire, ouais. L'idée c'était de recréer de l'équilibre pour régénérer les sols justement. Donc il faut suffisamment de plantes en fait qui reconstituent le sol et produire, j'ai envie de dire. Donc là on voit qu'on est sur des couverts végétaux. On voit que tous les sols sont couverts, c'est-à-dire que les UV quand ils frappent le sol en fait, il ne vient pas dégrader le sol en fait. Toutes les plantes en fait vont capter de l'énergie et le stocker. Et ce stockage, c'est ce qui va faire que mon sol va se reconstituer au fil du temps. En fait, je raisonne pas en termes de, je cherche pas un rendement à l'hectare. Je cherche que ma vigne soit heureuse. Et après, je vends mon vin en fonction. Et si vous êtes un habitué des escapades viticoles, vous êtes peut-être déjà tombé, je pense notamment au sud de la France, devant des vignes de Grenache assez colossales. Ainsi, concernant les raisins de Frédéric, cela s'explique par la nature du cépage Gamay, le roi du Beaujolais. On est sur un cépage qui est fertile, et c'est pour ça qu'ils sont implantés sur des terrains pauvres, comme ceux du Beaujolais, parce que c'est pour justement compenser sa fertilité. Pour avoir des bons vins, il faut avoir des petits rendements. Et du coup, ces sols peu fertiles et ce cépage fertile nous donne du raisin à des quantités très raisonnables pour faire des grands vins. Et après avoir admiré le paysage, on n'est pas bien là ? À la fraîche. Décontracté du gland. l'heure était venue de nous attaquer à son Lantigné Pierre Bleu 2018. Sauf qu'en réalité, cette cuvée est relativement récente, puisque née en 2018. Avant, Frédéric produisait un seul Beaujolais Lantigné. Mais il a décidé d'adopter une approche parcellaire basée sur la composition de ses sols. D'un côté, ces granites roses, du magma qui est remonté et qui a refroidi à l'air, et de l'autre, les pierres bleues, du magma qui est remonté et qui a refroidi sous l'eau. Je vous parle bien évidemment d'un temps que les moins de 450 millions d'ans ne peuvent pas connaître. Mais qu'est-ce que ces deux sols vont apporter en termes de goût ? Alors sur les granites roses, ça fait des vins plus sur le fruit rouge, avec des acidités un peu plus élevées qui donnent un peu plus de tension au vin. Sur les pierres bleues, on est sur des vins avec un aromatique plutôt fruit noir, avec généralement plus de longueur en bouche parce que les sols sont plus riches en argile. Et bah allez, on va se goûter ça ? Santé ? Santé. Donc là, on a vraiment le caractère du millésime 2018, vraiment avec cette bouche qui est vraiment complète. On a vraiment de l'amplitude. Moi, ce que j'aime, c'est les vins qui ont de la densité, de la concentration. Donc moi, ce que je cherche, c'est avoir de la densité et après avoir des tanins souples. Parce que ce que je cherche dans le vin, c'est le plaisir. Donc ouais, du fruit noir, cassis, framboise, Oui. mûre, myrtille, Oui. du fruit rouge mûr. Ouais, presque le fraise des bois aussi, ça me fait un peu Ouais. penser. En vieillissant, ils vont s'orienter vers la fraise des bois notamment. Et cette ode aux fruits noirs, à la rondeur et aux épices, Frédéric la doit à sa vinification semi-carbonique, à son vieux pressoir qui permettra une extraction tout en rondeur, ou encore à ses cuves béton. Autant de notions qui vous semblent peut-être un bras obscur, mais que nous essaierons un jour d'aborder sur cette chaîne. Mais déjà, notre belle journée de voyage se terminait, et il était temps de couper caméra, micro et lumière pour un dernier verre. Ces vignerons vous ont conquis ? Alors je vous propose de vous rendre sur le site vinstache.com, le lien est dans la description, afin de découvrir via la toute première Vinstache boîte, et ouais mon pote le français pour la gagne, le Mâcon Pierre Clos blanc 2018 du Coteau des Margaux, et le Beaujolais Lantigné Pierre Bleu 2018 de chez Frédéric Bern. Elle vous est proposée au tarif de 27 €, livraison incluse en point relais UPS, et de 35 € pour une livraison à domicile. Si vous choisissez la livraison en point relais UPS, il faudra la sélectionner au tout début lors de l'étape panier, puis la confirmer lors de l'étape livraison via le mode d'expédition .ups. Si vous souhaitez une livraison à domicile, sélectionnez-la lors de l'étape panier, puis confirmez-la lors de l'étape livraison. Je sais ma foi que ce n'est pas hyper intuitif, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour vous proposer le port gratuit pour ceux qui choisiront les points UPS. S'agissant d'une première et n'ayant aucune idée du volume de commande, sachez que la livraison se fera sous 3 semaines, histoire de me roder, c'est un tout nouvel univers pour moi, ne soyez pas trop sévères. J'espère que cette initiative vous plaira et que vous prendrez plaisir à découvrir ces vins. N'hésitez pas à taguer vos instants de dégustation sur Instagram, ça me fera de la publicité gratuite. Que dis-je, cela me fera plaisir de voir vos mines en jouer. Enfin, ne livrant qu'en France, sachez, chers expatriés, que vous pouvez tout de même me soutenir via Tipeee afin de m'aider à perpétuer les contenus de la chaîne.
À bientôt!